deuxième intervention de cette journée de webinaire, où nous accueillons maintenant Benoît Fernandez-Rioux, donc, qui a également une certaine préférence pour le Forex, puisque bon, Philippe ne nous avait pas dit, mais il a également réalisé des ouvrages sur le Forex. En fin de journée de webinaire, je vous présenterai les différentes chaînes YouTube de nos intervenants. Également, je pense que Benoît, dans sa présentation, il a peut-être prévu une diapositive pour ces deux ouvrages également. Donc, c'est un lien pour en savoir plus sur les intervenants de cette journée. Alors, sans tarder, pour respecter le timing, il est 10h01, je donne la parole à Benoît. Je vais aussi, avant, parce que tout à l'heure, dans la présentation, j'ai été un peu long pour switcher avec, donc je switch tout de suite l'écran avec Benoît, c'est-à-dire qu'il va avoir la main pour diffuser son écran et je lui donne tout de suite la parole. À toi, Benoît. Alors déjà, si tu as la main de... Donc, pour l'instant, voilà, on a l'écran, c'est parfait. Et on a les deux ouvrages en question. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, merci Alain d'organiser cet événement. Merci donc à WHS et Univers Bourse. Et puis, merci à tous les intervenants parce qu'effectivement, cette journée thématique sur nos approches nous permet de présenter notre philosophie du trading à chacun. Et on a des choses qui sont effectivement en commun et parfois des petites différences ou même des grandes différences parce que on peut avoir des horizons de temps qui sont pas les mêmes et ça peut changer du tout au tout. On peut avoir des approches aussi, même sur le money management, qui peut être commune sur certains points et inversée sur d'autres. Et pareil pour évidemment l'analyse des marchés puisque chacun a un marché de prédilection. Le mien s'inscrit dans la lignée de Philippe Lermy, c'est-à-dire le Forex. Tous les deux, nous sommes à l'origine effectivement des intervenants sur le marché des devises. Et donc, on a de manière générale plutôt une philosophie qui se ressemble. Puisque il est sur des horizons de temps qui correspondent au mien également. Donc en fait, ça va être complémentaire par rapport à ce que vous a présenté Philippe. Et puis on va regarder ça ensemble sur donc ma méthode que j'appelle la méthode BFR. Voilà. Donc Benoît Fernandez-Rioux. Je suis, alors pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc intervenant pour mon propre compte sur le marché des changes, formateur, analyste et également consultant auprès d'établissements bancaires et financiers. Et je suis auteur de ces ouvrages, donc vous les avez à l'écran, donc c'est Le Trader Privé et le Forex, voilà, qui est cet ouvrage qui en est à sa 4e édition et Le Trader Privé en est à sa 3e édition. Donc, on est sur des ouvrages qui ont un certain succès. On se réservera à la fin un petit temps, effectivement, pour des questions-réponses. Mais sans plus attendre, on va directement aller sur mon approche. Et j'ai envie d'introduire cette présentation avec les biais parce que tout découle finalement du fait que nous sommes des intervenants de manière générale, en tout cas en ce qui me concerne, des intervenants discrétionnaires. Et donc, j'interviens sur effectivement une analyse et une prise de décision qui est humaine. Donc, je n'ai pas de système automatique. Par contre, je m'aide évidemment d'outils informatiques et d'indicateurs techniques et de matrices de décision, donc d'outils décisionnels, on va dire systématiques. Mais tout ça n'est pas dans un algorithme, tout ça reste avec le cerveau et reste encore humain. Et donc, j'ai envie de dire que d'une même analyse et d'une même situation, d'une journée à l'autre ou d'une heure à l'autre, éventuellement, on peut avoir des résultats légèrement différents. Alors ça vient pourquoi? Parce qu'on a des biais humains qui sont les biais notamment de conservatisme. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir surévaluer les informations qui confirment notre opinion. Et les opinions peuvent changer dans le temps. En début de semaine, on peut être haussier sur le dollar. Et puis finalement,
petit à petit, en voyant les courbes qui vont pas dans notre sens, et puis en voyant les discours des banques centrales, ou même, pas forcément du banquier central, mais de tout ce qui gravite autour, on peut se dire que finalement, notre opinion à l'origine, elle n'est pas très bonne. Donc, on peut avoir des opinions qui changent dans le temps, et pourtant, en début de semaine, on était forcément haussier sur le dollar, par exemple. Et donc, on a tendance à vouloir surévaluer ces informations. Et tout au long de la semaine, avant que l'opinion change, il y a des freins, il y a des résistances, et c'est le fameux biais de conservatisme. On était lundi haussier sur le dollar, et bien mardi, on résiste, même si on a des indices très clairs qui nous montrent qu'il fallait eh bien retourner notre veste. Donc ça se fait finalement peut-être mercredi, voire jeudi, alors que ça aurait dû se faire eh bien dès le mardi. C'est ce que disait finalement Philippe dans son intervention précédente, c'est s'adapter à la situation. Et ce biais de conservatisme, c'est quelque chose qu'il faut absolument alors, lutter contre, évidemment, mais à minima poser en diagnostic pour en avoir conscience et lutter contre ça lorsque ça apparaît. Et donc, il faut un petit observateur externe qui eh bien, nous surveille en quelque part. Nous-mêmes, nous nous surveillons pour éviter de tomber dans ce biais. Alors des biais, on en a d'autres. On a le biais de confirmation qui a tendance à rechercher les informations consonantes et à fuir les informations dissonantes. Donc le biais de confirmation, c'est même plus qu'une résistance comme le biais de conservatisme, c'est même être proactif pour aller rechercher des informations qui vont dans notre sens. Et ça, on le voit très bien avec, eh bien depuis un an et demi, 2 ans, avec le Covid, puisqu'on a deux grands camps, le camp des anti, le camp des pros, et chacun allant rechercher des informations qui vont dans leur sens. Il y a très peu de personnes qui savent faire la part des choses et qui savent équilibrer finalement leur opinion sur ce sujet. C'est un sujet très clivant, c'est un sujet qui nous a beaucoup impacté, donc c'est bien normal. Donc le biais de confirmation, c'est quelque chose qui est très fort et qui est incroyable. Le biais d'émotion, c'est la tendance à placer notre analyse en accord avec notre humeur. Donc ça, c'est personnel, hein. On peut être haussier sur un actif ou une devise qu'on apprécie. Bon, vous avez été au Japon, vous aimez bien le yen, vous en revenez, bah, du coup, vous faites du yen contre dollar ou du yen contre euro, et finalement, il n'y avait pas forcément de configuration particulière, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans votre humeur. On peut être baissier si on est stressé aussi, alors que ça n'a finalement pas de relation, d'autant plus que sur le forex, évidemment, il n'y a vraiment aucune relation entre le fait d'être baissier et d'avoir du stress, puisque le marché des devises est un marché d'équilibre, un marché de ratio, donc il n'y a pas de valeur absolue dans ce marché. Le biais de rémanence, par exemple, c'est aussi un biais qui bien nous embête, parce que on a tendance à surpondérer les événements récents. Souvenez-vous, à l'époque après le 11 septembre, après les attentats à New York et à Washington, on avait, avec les avions, on avait tendance dans les semaines à suivre, qui suivaient en fait cet événement, eh bien, à scruter le moindre accident d'avion suspect, et donc c'était un biais de rémanence très fort. Aujourd'hui, quand il y a un crash d'avion, eh bien, on n'a plus vraiment ce biais qui nous hante. Par contre, on a d'autres biais, évidemment, avec des événements plus récents. Le biais de résilience, c'est la tendance à ne pas prendre en compte certains événements. Donc ça, ça va à l'inverse du biais de rémanence, mais ça fonctionne aussi, et ça ne l'annule pas. C'est-à-dire que le biais de résilience, c'est un biais qui fait que, eh bien, un événement, plus il s'éloigne dans le temps, et finalement plus on s'en accommode. Et plus on a d'occurrences, et plus on s'en accommode. Donc finalement, quelque chose qui est nouveau et avec une faible fréquence, eh bien, on tombe dans le biais de rémanence. Et puis quand c'est quelque chose qui devient commun, et avec le temps qui passe, ça le devient de plus en plus, eh bien, on tombe dans un biais de résilience. Typiquement, les confinements, on en a eu 3 assez forts en France. Eh bien, le troisième n'avait plus rien à voir avec le premier, puisqu'on était résilient à cet événement. Et le monde économique, d'ailleurs, désormais, est assez résilient également à ce type d'événement. Donc c'est bien, on doit lutter contre, et pour lutter contre, il faut absolument
corriger ces biais, donc avoir une attitude neutre face au marché, et cela pour nous permettre d'analyser de façon objective les indications actuelles, et ainsi obtenir les probabilités les plus proches de la réalité quant à la poursuite des cours. Donc, retenez qu'il faut avoir une attitude neutre. Et donc, une attitude neutre, c'est une attitude finalement équilibrée, où on prend en compte les arguments pour, les arguments contre, même si on a une opinion, on essaye de l'effacer, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, ni même pour faire prévaloir nos propres idées. On est là pour comprendre les idées finalement des autres, et pour comprendre pourquoi les autres vont dans ce qui peut nous paraître surréaliste ou incongru ou totalement déconnecté de la réalité, parce que finalement les gens pensent comme cela, et donc on doit être psychologue des marchés et donc être neutre face à ce marché. Il faut avoir également une attitude rigoureuse, parce que, on l'a dit, il y a des biais et il faut lutter contre, mais c'est surtout parce qu'il faut également prendre en compte le maximum d'informations, sans toutefois prendre toutes les informations, parce que c'est impossible d'une part, et d'autre part parce que toutes ne se valent pas non plus. Il faut les pondérer, et donc ça c'est le cœur de la méthodologie, hein. C'est d'avoir une méthodologie de construction de trade qui part de l'analyse et qui permet de placer un scénario en industrialisant nos interventions, dit autrement, en faisant en sorte que on va éviter qu'entre le lundi et le jeudi ou le vendredi, on ait des analyses qui paraissent différentes, alors que finalement on a on a la même situation. Donc c'est très très difficile, parce qu'on est humain, et donc l'attitude rigoureuse, c'est ce qui nous rapproche finalement d'un trading systématique, tout en gardant le côté intuitif humain, et avec l'expérience que l'on a, que les robots ont quand même beaucoup de mal à avoir. Une attitude détachée, ça nous permet de ne pas être influencé par nos émotions. Ça rejoint ce qu'on a dit en introduction. C'est pour éviter d'intervenir déjà sans regret, sans peur, sans désir. Et ça permet de ne pas succomber par la suite au stress et à l'euphorie. Donc ça évite, d'une part, de mettre finalement nos envies nos envies, nos peurs dans notre analyse, et puis ça permet ensuite d'éviter d'être influencé en fonction du résultat d'un trade. Quand un trade est perdant, il faut l'accepter. Philippe l'a très bien dit en introduction, on ne cesse de se couper les doigts pour éviter de se couper tout le bras. Donc en fait, il faut accepter des pertes et ne pas tomber dans la peur, voire la colère. Ça fait partie du business en quelque part, de perdre. L'idée c'est de perdre le moins possible évidemment, et perdre la somme la plus faible possible d'autre part, pour qu'in fine, eh bien, les gains compensent les pertes, et qu'on soit gagnant sur le long terme. Donc ça, c'est l'attitude détachée qui nous permet d'éviter ce stress dû aux pertes, et puis à contrario d'éviter aussi les moments d'euphorie liés aux gains. En ce moment, Philippe l'a évoqué également, on a un effet d'euphorie incroyable sur les cryptos. Alors dans le monde des marchés, on a eu ces effets-là à maintes reprises, hein. On a eu ça, souvenez-vous, pendant la période des dot-com, où on achetait n'importe quoi et puis ça montait. Ensuite, on a eu la période où on avait l'argent facile avant la crise des subprimes, où on achetait notamment presque n'importe quoi, voire même n'importe quelle commodité à l'époque, puisque tout montait, le pétrole est monté à 150 $. Souvenez-vous, donc on achetait n'importe quoi et ça montait. On a ces moments, et là sur les cryptos, c'est ce qui se passe, on achète n'importe quoi, quasiment, et ça a tendance à monter. Donc ça, c'est des moments qui ne durent pas, et qui sont des opportunités, hein, tout de même. Donc il ne faut pas les ignorer, mais il faut faire très attention, parce qu'à un moment, la musique s'arrête. Donc une attitude neutre, une attitude rigoureuse, une attitude détachée, ça permet de sentir justement quand est-ce que les choses vont à l'excès et n'iront pas plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez adopter, et que j'essaye au maximum d'appliquer à moi-même. Ensuite, il faut bien comprendre que l'analyse n'est pas le trade, n'est pas le trading. C'est-à-dire que l'analyse, c'est une méthode qui s'oppose
à la synthèse parce qu'elle analyse évidemment. Donc on décortique tous les éléments, les décomposants en chaque constituant. En fait, l'analyse, c'est vraiment rentrer dans les détails, tandis que le trading, bah, c'est faire la synthèse de tout ce que l'on a analysé pour finalement faire une position, pour faire finalement un achat ou une vente, ou alors ne rien faire. C'est aussi une décision. Et quand on fait soit un achat, soit une vente, ben, se dire quel est le moment d'invalidation de notre scénario en termes de timing, en termes aussi de niveau de prix, et quel est l'objectif potentiel, et voir quels sont les objectifs au pluriel, puisqu'on peut avoir un petit objectif assez facile à attraper, puis des objectifs plus ambitieux ensuite. Donc, l'analyse, c'est un travail on décortique les éléments, et le trading, c'est finalement le résultat de la synthèse. Et c'est pour ça que le trading est totalement à l'opposé de l'analyse, puisque finalement, et l'analyste et le trader sont deux mondes qui se côtoient, qui travaillent ensemble, mais qui finalement ont des façons de travailler qui sont totalement opposées. Vous, malheureusement, contrairement à des salles de marché bien équipées, vous allez être les deux personnes en même temps. Vous êtes et l'analyste et le trader, et c'est ça qui est difficile généralement, et c'est ce qui fait qu'on court à sa perte quand on est débutant, parce qu'on n'a pas ce fameux cheminement SCP que j'appelle situation, conviction, position, qui nous permet de passer de l'analyse au trading. Donc situation, c'est l'analyse de la situation actuelle, hein, c'est ce que l'on a dit précédemment. La conviction, c'est ce qui permet le lien entre la situation et la position. Et donc, c'est la fameuse prévision pour la semaine, la journée ou l'heure, selon notre horizon de temps. Et la position, c'est notre avis sur le scénario trading. Et après, c'est évidemment la décision qui nous permet de rentrer sur le marché, donc de passer en mode trader. Donc, l'objectif final de tout ça, c'est d'atteindre une prise de décision. Et ça peut être une prise de décision qui nous mène à ne pas prendre de position. Alors, avant de rentrer en position, on doit avoir un plan de trading. Et ce plan de trading, je vous en donne un ici, mais évidemment, on peut le compléter, on peut l'amender, il y a des choses qui peuvent ne pas vous concerner en fonction de ce que vous faites. Mais voici un exemple. En tout cas, donc pour commencer, et là, Philippe l'a également rappelé, on doit commencer par vérifier finalement la chose la plus basique, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de prendre une position. Donc est-ce qu'on a un niveau de capital et de marge suffisante sur tel compte, parce qu'on peut avoir plusieurs comptes, un dédié au Forex ou deux, et puis un compte pour les actions françaises et puis un compte pour les actions américaines. Bref, on peut avoir plusieurs comptes, chaque compte n'étant pas illimité, on a un certain capital et une position va nous demander de manière générale une certaine marge dont on a à peu près l'habitude d'avoir un certain niveau hein, en fonction, soit des traders ou swing traders, on n'a pas forcément les mêmes niveaux de marge puisqu'on n'a pas les mêmes niveaux de stop et les mêmes niveaux d'engagement. Donc on va vérifier tout ça en fonction également du nombre de positions déjà ouvertes. On peut avoir une marge qui est insuffisante, hein, une marge restante trop faible. Donc on doit regarder si on a déjà ouvert 5-6 positions, peut-être que ça sera impossible d'ouvrir une 7e sur ce compte. Donc il faudra passer peut-être à un autre compte, voire même, pourquoi pas, réalimenter le compte. Alors ça va beaucoup plus vite qu'il y a quelques années, mais ça prend encore un peu de temps, donc c'est quelque chose qu'on doit généralement vérifier avant chaque position et idéalement en morning briefing, c'est-à-dire chaque matin ou chaque début de séance. On vérifie quel est l'actif traité. Alors ça, c'est pas une vérification très longue. Hein. Est-ce qu'on est sur le Forex, sur les actions? Est-ce qu'on est sur des marchés qui vont, je sais pas, alors on arrive en fin d'année bientôt, donc on va avoir des moments où certains marchés vont se finir à midi, d'autres vont se finir plus tôt, même s'ils vont jusqu'au soir. Des actifs vont être peut-être sur des fins d'année avec un washing, c'est-à-dire on va avoir des positions ouvertes pour nettoyer les bilans. Donc c'est des choses qu'il faut vérifier au-delà du fait de se dire est-ce qu'on est sur des actions ou est-ce qu'on est sur des devises. Donc quel est l'actif traité et quelles sont les conséquences derrière. Vérifier la date et l'heure actuelle, donc bon, ça c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit précédemment.
est-ce qu'on est en banking holiday sur une place, etc. Donc ça se regarde avec les calendriers, voilà, au quotidien. On vérifie les annonces, les statistiques récentes. Donc, quels sont les PMI, voilà, les indices ISM, quels sont les indices de confiance finalement que l'on a en ce moment sur telle ou telle place, quelles sont les statistiques à venir, est-ce qu'on a un PIB, est-ce qu'on a un taux de chômage, est-ce qu'on a un non-farm payroll à venir, enfin, donc on vérifie tout ça pour éventuellement savoir comment on risque d'être impacté au niveau de la volatilité. On jette un œil aussi sur les chaînes d'infos, idéalement, toutes les chaînes d'infos, au moins, donc ça dépend ce que vous faites tout de même, hein, mais idéalement, il faudrait avoir un œil sur CNBC, sur Bloomberg, sur BFM évidemment, sur Finance TV, etc. Donc, et sur Bismart maintenant, on commence à avoir le choix en France hein, de quelques alternatives. Donc ça, c'est pas mal. On lit les commentaires des analyses dans la presse quotidienne et puis aussi sur les sites internet. Donc, typiquement sur Univers Bourse. Donc ça, on regarde quelles sont les opinions d'autres analystes. Ça permet ça sert pas à se forger une opinion, mais ça permet de comprendre quel est le consensus, quelle est la tendance. Et on lit les analyses techniques concernant l'actif. Donc ça, c'est typiquement là sur Univers Bourse, puisque c'est assez tourné analyse technique. Vérifier l'activité, quelle est la volatilité, les volumes, où en est Bollinger, le nombre de cotations par minute. Ça, si vous avez ça, c'est bien parce que ça permet de voir la nervosité sur l'actif par rapport à l'horaire. On détecte la tendance correspond à notre horizon de temps, donc on commence à rentrer dans l'analyse par ce biais, et donc ça permet de voir les vents dominants. Donc ça évite finalement bien d'aller à contre-marée et de se battre contre des forces qui sont plus fortes que nous. Si l'euro-dollar est baissier, comme c'est le cas actuellement, c'est vrai qu'on peut toujours travailler des pullbacks, mais voilà, il ne faudra pas le faire en swing, il faudra plutôt le faire en intraday, voire même en intraday sportif, pour prendre une petite position à contre-tendance de fond. Repérer les supports, les résistances, les canaux, les figures, et ça on verra après plus en détail. On analyse les indicateurs techniques, les signaux, y a-t-il des signaux, y a-t-il des divergences. Donc ça, on commence vraiment à rentrer dans l'analyse finalement dans ce plan de trading. Ensuite, en entrée de position, eh bien l'achat ou la vente, finalement, est-ce qu'on est dans un sens ou dans un autre? Si on est au-delà du Forex, typiquement sur les actions, à la vente, il va falloir être au SRD, il va falloir faire de la vente à découvert. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'est pas à un moment charnière voilà, qui nous impacterait? Donc tout ça est à prendre en compte pour calculer finalement notre money management et notre risk management. Donc combien sur la position? Et ça, c'est véritablement quelque chose qui se calcule en fonction du stop loss, qui lui-même est en fonction de l'objectif et du risk management, mais surtout et avant tout en fonction de l'état des lieux, en fait, des bornes du terrain de jeu. Donc c'est quelque chose que l'on fait pour être plus clair. On ne rentre pas en se disant je mets un stop à 20 points de manière systématique. Ça moi, je vous déconseille de faire ça parce qu'en fait, la volatilité change au fil des heures. Et donc, si un coup, ça peut être 20 points, un autre coup, ça peut être 10. Et la troisième fois, ça sera peut-être 25 ou 30 parce que la volatilité est en train d'exploser. Donc, voilà, on est sur un stop qui doit être surtout défini en fonction des conditions du moment. On utilise un trailing stop et ça, c'est pour cadrer la position dans le temps de manière dynamique en fonction de l'évolution des cours une fois qu'on est rentré en position. Et ce qu'il faut se dire, c'est voilà, ce trailing stop, est-ce que je le fais à la main, est-ce que je le fais en automatique? Et si je le fais à la main, quand est-ce que je vais commencer à pouvoir remonter mon stop proche de l'entrée? Donc ça, c'est donc quelque chose qu'on commence à initier pour ne pas être pris au dépourvu si les choses évoluaient. Ensuite, on rentre en position et puis à un moment donné, il faut sortir, mais la sortie se fait naturellement. Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que le stop loss est touché? Est-ce que le stop suiveur est rencontré? Et on regarde si tout ça était pertinent et on regarde si l'horizon de temps est dépassé également et commencer à se dire que
voilà, l'analyse initiale était pas forcément pertinente sur cette fenêtre, et donc on se demande si est-ce que c'est le marché qui était en retard, ou est-ce que c'est nous qui finalement étaient trop ambitieux, et à ce moment-là on pourrait sortir de position si on était trop ambitieux, tandis que si c'est le marché qui est en retard, notre analyse est toujours valable, et à ce moment-là, même si l'horizon de temps est dépassé, on resterait en position. Donc vous voyez, en fait, il n'y a jamais de réponse unique à chaque question, mais l'idée c'est de se poser les bonnes questions au bon moment. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de position, la rigueur fait que, et ça peu de gens le font, on doit débriefer notre position. Donc on doit vérifier si on est en gain ou en perte, évidemment, mais ça c'est naturel. Mais surtout, on doit se poser les questions. Si on est en perte, par exemple, est-ce que le stop loss s'était bien placé? Est-ce qu'on est dans une série de pertes? Et si oui, où en est-on? Peut-être qu'on devrait, à un moment donné, se dire, bah, avec une série un peu trop longue, bon, peut-être s'arrêter pour aujourd'hui, voire même, si on est en swing, s'arrêter pour cette semaine. Donc, c'est quelque chose que l'on doit se poser en garde-fou pour regarder si on n'est pas en train de partir, j'ai envie de dire en vrille, dans une mauvaise passe ou dans une mauvaise série. Donc, à ce moment-là, on se met un garde-fou. Et puis, voilà, est-ce que notre stop loss était bien passé dans le même esprit? Est-ce que notre objectif était idéal? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre plus? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu découper en 2 objectifs, par exemple? Si on est dans une série de gains, attention, est-ce qu'on doit rapatrier nos gains? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de tomber dans l'euphorie? Voilà, donc on se pose toutes ces questions et on vérifie notre money management sur ce qui s'est passé pour éventuellement le réadapter par la suite. Donc tout ça doit aussi être fait par rapport à l'analyse, est-ce qu'elle est correcte ou non, et avec le recul, est-ce qu'on a oublié la prise en compte de certains éléments, quelque chose que l'on apprend après coup, que l'on repère après coup, alors qu'on aurait pu le repérer finalement plus tôt, ou qu'on aurait pu l'apprendre plus tôt en étant un peu plus proactif, un peu moins paresseux, et en allant essayer de rechercher les informations là où elles sont véritablement. Donc ça, c'est très difficile parce que c'est quelque chose qui touche à notre ego en quelque part, où on est en train de regarder si finalement on est bon ou si on est mauvais. Alors, c'est pas de manière globale, mais on peut être bon de manière générale et puis être mauvais sur certains points, et c'est des points qu'on devra améliorer, et c'est pour ça que le débriefing est important. Donc le trading, donc hors scalping, c'est donc de l'intraday ou du swing trading. On doit être appuyé sur une analyse technique, elle-même immergée dans une analyse fondamentale. Donc trop souvent, malheureusement, les intervenants ne font que de l'analyse fondamentale, ou trop d'analyse fondamentale, voire pour certains autres, que de l'analyse technique, ou trop d'analyse technique sans être immergé dans un contexte fondamental. Le bon équilibre, surtout sur nos horizons de temps daily et swing, c'est véritablement un mix entre le fondamental et la technique, sachant que plus l'horizon de temps est court, c'est-à-dire sur le day trading par exemple, ça sera plutôt de la technique, et on pondère un peu plus le fondamental sur du swing. Mais on doit quand même équilibrer les deux. Alors c'est pas 50-50 évidemment, hein, c'est 30-70, 40-60, mais l'idée, voilà, c'est que on le, on le, on le répartit en fonction de notre horizon de temps. Donc un exemple, hein, 40% sur du fondamental et 60 sur de la technique lorsque l'on est en day trading, et l'inverse lorsque l'on est en swing. Quand on est en carry trading ou une position très long terme, ça va être beaucoup de fondamental, de l'analyse technique très light sur des grandes lignes de résistance et de support, ou un grand canal, mais on ne va pas vraiment aller dans les détails de l'analyse technique parce que c'est vraiment le fondamental qui va driver les horizons de temps carry. Et puis pour le scalping, ça va être l'inverse, c'est le fondamental, on s'en moque quasiment, puisqu'on est là sur les secondes à venir, voire les petites minutes à venir, et à ce moment-là, c'est l'analyse technique, voire même le mouvement des prix dans le carnet d'ordre qui suffit et qui se suffit à lui-même. Alors moi, je ne suis ni scalper et pas vraiment investisseur long terme, même si, comme tout le monde, un petit PEA, mais l'idée, c'est d'avoir, voilà, sur nos horizons de temps d'investisseurs actifs, qui sont le swing et le day trading, cette balance entre le fondamental et la technique.
Et tout ça doit nous amener à nous forger une conviction. Et une conviction, c'est soit on reste à l'écart, soit on prend une position. Et quand on prend une position, en fonction de l'analyse fondamentale dont on a parlé à l'instant, avec les calendriers géopolitiques, les autres marchés, on additionne ça, on couple ça à l'analyse technique, avec nos moyennes, nos indicateurs, des figures significatives, épaule tête épaule, des triangles, etc., des résistances, des supports, et parfois quand ils sont parallèles, même obliques, ça peut faire des canaux, ou des ranges quand ils sont horizontales. Eh bien, on a de tout ça des probabilités qui émergent. Ça rejoint les scénarios dont parlait Philippe précédemment, c'est-à-dire des probabilités dans le sens où on a un scénario principal et éventuellement on a un scénario contraire ou des scénarios intermédiaires qui sont avec des probabilités moindres. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est surtout travailler la probabilité la plus élevée et donc travailler cette fameuse conviction sur ces probabilités. Et ça peut nous amener à avoir un marché qui n'est pas clair. Et là, c'est une conviction d'avoir quelque chose qui n'est pas clair. C'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, on est dans l'incertitude et à ce moment-là, on ne prend pas. On peut également avoir la conviction que ça va latéraliser sans vraiment de grandes amplitudes. Et à ce moment-là, ça signifie que le marché ne va pas nous donner de mouvements suffisamment significatifs pour que ce soit réellement efficace. Et donc, plutôt que de prendre un risque et d'avoir un stop touché, on va rester hors du marché, même malgré le fait que l'on a une conviction, parce que l'horizontal, ben, c'est flat et ce n'est pas intéressant pour nous. Nous, ce qui compte, c'est quand c'est un marché boule, un marché bear, et que les objectifs sont plutôt loin, et le plus loin possible, évidemment. Mais c'est pas des objectifs que l'on voilà, qui vont dans le sens de nos envies. Hein. C'est des objectifs raisonnables et des objectifs raisonnables mais lointains tout de même, et des objectifs qui sont en fonction des bornes du terrain de jeu. Une fois qu'on a notre analyse, alors évidemment, si on est sur de l'incertitude ou quelque chose qui est flat ou un objectif trop faible, on reste à l'écart, évidemment. Mais si c'est boule ou bear et que l'objectif est intéressant, donc si c'est haussier, baissier et qu'on a suffisamment d'amplitude, on vérifie le risque et le money management et le ratio gain sur risque. Donc on ne saute pas sur la position, on vérifie quand même tout un tas d'éléments qui nous permet de vérifier que la position est quand même travaillable avec nos moyens. Et si c'est OK, alors il y a une prise de position et on programme, alors on programme dans le sens où on utilise les fameux ordres scénarios sur les plateformes. Donc on met un ordre d'entrée, on met des ordres order cancel other, donc des stops de protection qui sont liés à un ordre limite, à un ordre de sortie sur objectif. Dit autrement, on met une première jambe et puis une jambe de sortie en fonction de notre objectif et de nos stops d'invalidation de scénario. Donc ça permet d'être serein et dès qu'on est rentré, d'avoir finalement des bornes qui nous sortent, quoi qu'il arrive, et ça évite que l'on reste figé après une dégringolade, par exemple, où on se disait mentalement qu'on allait couper la position, et quand ça arrive, eh ben, on n'est plus en capacité de le faire. Donc il faut véritablement, parce que ça va trop vite, parce que ça nous fiche, parce que ça nous surprend. Donc il faut absolument effectivement rentrer nos ordres de sortie dès l'entrée finalement en tant que scénario. Alors après, le cadrage peut être dynamique et ça n'empêche pas de bouger ses stops ou de bouger ses objectifs. Donc ça, c'est du cadrage dynamique et le stop ne doit pas être éloigné, mais plutôt rapproché. Et l'objectif a plutôt tendance à être éloigné que rapproché, à contrario. Mais c'est possible et c'est ce qu'il faut faire pour un bon suivi de position. Et puis si c'est chaos, c'est-à-dire si le money management n'est pas bon, alors on reste à l'écart et on revient finalement un peu comme l'incertitude ou le flat ou l'objectif trop faible. Donc ça, c'est véritablement ce que l'on doit appliquer en permanence et on doit avoir une construction de trade qui est véritablement rigoureuse. Donc suite à une analyse, vous avez compris qu'une conviction se forgeait et cela nous amène à prendre ou non une position. Donc, c'est la méthode SCP, la situation, la conviction, la position. Ça, c'est une redite de ce que l'on a vu. Et l'analyse, elle se matérialise entre la situation et la conviction. Tandis que le trade, lui, il est après,
une fois que la conviction est forgée et qu'on passe à la position. Et l'analyse n'est pas le trade. La conviction, elle se forge essentiellement sur le graphique principal, qui est finalement notre graphe moteur. Alors qu'est-ce que l'unité de temps principale? C'est l'unité de temps sur laquelle on va analyser tous les éléments. Et ça, c'est véritablement ce que l'on fait principalement sur notre graphe principal. Et en ce qui concerne le trade, le graphe principal, lui, ne joue pas en fait. Il est là pour analyser la situation et pour donner le stop et l'objectif. On a également l'unité de temps supérieure qui nous permet de placer cette fameuse analyse du graphe principal dans la toile de fond. Donc finalement, on replace notre unité principale en unité supérieure. Et puis on a un triptyque avec l'unité inférieure qui sert pour analyser, pour appuyer notre analyse de l'unité de temps principale. Donc dit autrement, notre triptyque, il est très tourné analyse. Et c'est l'analyste qui est en nous qui va travailler ce triptyque. Tandis que le trader qui est en nous, lui, finalement, l'unité de temps principale et la supérieure, il s'en moque quasiment. Ce qu'il veut, c'est rentrer, faire une position, rentrer en position. Donc, lui, il va optimiser son ouverture dans finalement l'unité de temps inférieure. Bon, et l'unité de temps principale sert tout de même au trader pour le stop et l'objectif, mais c'est à la croisée entre l'analyste et le trader. Le trader, par contre, lui, il prend la main sur les unités de temps inférieures au pluriel, puisque là, il optimise au maximum l'ouverture de position, et ça va jusqu'à la cotation près, donc jusqu'au tick by tick, pour prendre une position dans les meilleures conditions. Donc, dit autrement, l'analyste, il est plutôt tourné sur des horizons de temps longs, tandis que le trader est plutôt dans l'action, et lui, il fait un focus sur les unités de temps courtes. Donc l'analyste est plutôt avec du recul et il a la sagesse de son rôle, tandis que le trader, lui, il est dans l'action et donc il descend sur des unités de temps sportives, pour résumer. Voilà, mais c'est la même personne qui est en nous qui doit faire les deux. Alors un exemple en swing trading, moi c'est ce que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire que j'ai une unité de temps principale qui est la quotidienne, donc l'unité daily en fait, et je replace ça dans un contexte hebdo. Et ensuite je descends, alors en 4 heures, qui est un passage de principe, et ensuite en horaire, parce que ça c'est vraiment un horizon de temps très fort, et qui permet d'appuyer l'analyse, et ensuite on descend, alors là pour le trading, en 15 minutes, en 5 en 1 et jusqu'au tick by tick pour optimiser l'entrée. En day trading, qui peut dériver en swing trading, c'est un triptyque horaire quotidien et 15 minutes, donc du 15, 1 heure et puis daily. Et puis, quand on est en day trading classique, là, on est plutôt sur du 15 minutes. Certains sont sur du 10, d'autres sur du 30, parfois certains sur du 5. Mais le 15 minutes est un bon, en unité de temps principale, une bonne unité de temps, très pertinente en tout cas pour du day trading classique. Voilà. Et donc vous montez en 1 heure et puis vous redescendez en 5 minutes pour les unités de temps connexes. Ensuite, le day trading sportif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du 5 minutes. Bon là, il faut être réactif. Ça peut être utile dans certains cas, hein, notamment après des annonces, par exemple vers 14h30, on peut avoir le marché qui swing, qui bouge un petit peu, pardon. Et donc en day trading sportif, eh bien, vous redescendez sur 10 unités de temps plus rapides pour intervenir. Donc 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, un bon triptyque pour du day trading sportif. Et la matrice de décision SCP, donc qui est dans l'approche BFR, c'est quelque chose qui ressemble à ça, hein, qui finalement nous permet d'analyser chaque chapitre, chaque élément, donc des niveaux de prix, du timing, du stochastique, du MACD, du RSI, etc., de regarder des éléments et de pondérer chaque élément, à la fois pour une direction et pour une clarté de la situation. Et le tout, donc une fois qu'on a fait l'analyse, nous fait une synthèse, et de cette synthèse, on a une conviction qui émerge. Donc on regarde
eh bien, les fondamentaux. Et on commence par regarder les fondamentaux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que ça évite d'avoir un biais qui est tourné par l'analyse technique. Dit autrement, regardez d'abord les fondamentaux, donc le calendrier, ce qui s'est dit, etc., quel est le contexte, où on en est au niveau des taux directeurs, des statistiques, des annonces des banques centrales ou des principaux intervenants. Et donc ça permet d'avoir une conviction qui ensuite va être travaillée modelée par nos indices techniques. Voilà, donc je commence par le fondamental et puis ensuite je rentre véritablement dans la technique. Et là, dans la technique, on a l'unité de temps principale évidemment, mais on a aussi l'unité de temps supérieure pour appuyer notamment le contexte fondamental. Et donc ça, c'est les vents dominants dont je vous parlais précédemment qu'il faut absolument étudier sur le graphique technique. Voilà, et sur le graphique principal, on vérifie si les prises sont sur des niveaux plutôt tenables ou intenables par rapport à notre horizon de temps. Donc typiquement un fort décalage, c'est un niveau intenable, sauf si le mouvement commence à se tasser, et à ce moment-là, on commence à avoir un nouveau paradigme, mais quand on est en plein décalage, ça, c'est pas tenable. Une percée dans l'inconnu est un niveau intenable, une évolution en range est un niveau tenable, typiquement, et donc le marché cherche toujours un équilibre. Donc quand on est dans l'inconnu, généralement, il peut y avoir un pullback, et quand il y a un fort décalage, et ensuite les choses se tassent, eh bien, on a tendance à revenir à une sorte de moyenne, et donc après une réaction, d'avoir finalement l'effet inverse. Donc on peut travailler la contre-réaction. Le timing, c'est le décompte des bougies, notamment les bougies haussières, les bougies baissières, afin de détecter le timing des phases. Et donc, typiquement, on a sur des horizons de temps à 5 ou 15 minutes en day trading, 5 bougies rouges, par exemple, en 5 minutes en unité de temps principale, 5 bougies rouges qui laissent place à 6 bougies vertes, puis ensuite 5 bougies rouges. Et ça nous donne un timing, puisqu'on voit que finalement, à peu près toutes les demi-heures, le marché est haussier, et puis repasse baissier, puis redevient haussier, etc. De manière générale, évidemment. Puisque 5 bougies de 5 minutes, ça nous fait 25 minutes, 6 bougies, ça nous fait 30 minutes. Donc c'est le timing à peu près du marché sur cet horizon de temps que l'on retrouve assez souvent, la fameuse demi-heure pour une phase, ce qui nous fait 1 heure pour un cycle. Puis le stochastique, ça c'est mon indicateur préféré que je regarde tout le temps vraiment, parce que là on bat le pouls du marché et on doit vérifier à quel endroit de la phase on se situe actuellement. Moi je travaille le stochastique lent parce qu'il croise plus proprement que le stochastique rapide, et quand il croise très proprement, eh bien on est véritablement sur des beaux signaux, des beaux indices en tout cas. Donc un exemple, si lui-même croise proprement à la baisse en zone de surachat, après une belle période de synchronisation, c'est un signal de vente pertinent qui s'ajoute dans notre analyse. Donc je ne prends pas position uniquement sur un stochastique, vous l'avez bien compris, mais c'est un élément fort que je pondère fortement et qui va en tout cas être pas un déclencheur, mais en tout cas quelque chose qui va s'ajouter dans la balance de notre direction très 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 fortement. Le MACD, c'est pour étudier l'histogramme, l'évolution des divergences, parce que le MACD lui-même n'est pas le plus pertinent puisqu'il n'est pas borné. Donc on a du mal à voir les moments où il se retourne ou les moments où il est en surachat, survente. Par contre, l'histogramme, lui, il est assez propre, assez facile à étudier. Et les divergences qu'on étudie là pour le coup sur le MACD lui-même, c'est quelque chose d'assez puissant quand c'est bien travaillé, évidemment, parce que des divergences, il y en a peu. Et si vous trouvez des divergences trop souvent, c'est que finalement vous allez avoir beaucoup de faux signaux, et c'est que certainement vous analysez mal les divergences. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument en discrétionnaire le faire de manière très propre. Le RSI, c'est pour étudier l'évolution et la position relative de l'indicateur, et on regarde les grandes marées. Donc c'est
finalement une sorte de grand frère au stochastique qui va nous permettre de regarder les moments où on va passer de marée haute à marée basse et inversement. Et puis on va regarder aussi les petits retracements, donc des petits moments où on peut avoir des retournements temporaires de grandes tendances. Donc ça, c'est très bien couplé au stochastique puisque ça le complète de manière très très pertinente. Surtout les petits retracements. Bollinger, ça c'est pour étudier la volatilité du moment, donc la clarté de la situation. Et donc les bandes de Bollinger, on regarde les moments où les bandes sont plutôt étroites car c'est assez lisible, parce que les bandes qui s'écartent, on a des explosions de volatilité, c'est des moments où le marché devient peu lisible et où on a plus de risques de se faire avoir. Malheureusement, c'est aussi les moments où on a le plus d'opportunités. Donc il faut trouver le bon équilibre entre des bandes qui sont à la fois qui sont larges, mais sans être à forte volatilité, suffisamment larges, mais tout en étant finalement pas trop étroites. En fait, c'est le moment idéal, c'est une bande entre des bandes trop aplaties et des bandes qui explosent en explosion de volatilité. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui se travaille avec l'expérience et qui doit être vu également comme tout le reste avec une certaine rigueur pour ne pas tomber sur des travers où on est sur de la simplification. Bollinger, c'est presque tout un art à lui-même, hein, et on a des méthodologies qui sont basées totalement sur Bollinger parfois, et c'est pour dire que cet indicateur, il est très pertinent. Et la volatilité, c'est ce qui est regardé essentiellement en salle de marché, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Les moyennes mobiles, alors moi je les regarde en exponentielle et j'en regarde deux principalement, la 15 et la 100. Donc j'ai une courte, j'ai une longue, et comme ça me permet d'anticiper les rebonds quand on a l'une qui se rapproche de l'autre. On interprète également quand il y a un croisement de l'une par rapport à l'autre, etc. Donc, et puis on a des moments dynamiques où ces moyennes mobiles exponentielles font office de support et de résistance dynamique. Donc tout ça, c'est quelque chose à analyser dans notre matrice complète. Les supports et les résistances, ça c'est la base de l'analyse technique, de l'analyse graphique en tout cas, et c'est quelque chose qu'il faut savoir tracer, qu'il faut savoir repérer. Il ne faut pas faire d'arbre de Noël et il ne faut pas non plus simplifier à l'extrême. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir les zones pertinentes en ce qui concerne les niveaux des cours actuels. Ça, c'est tout un art et c'est ce qu'il faut faire absolument pour ne pas se faire piéger. Les supports et les résistances peuvent être obliques et peuvent former des canaux, donc ça en est dans le même esprit que les supports et les résistances horizontales. Les canaux fonctionnent très bien, je trouve, sur le Forex. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir tracer également, et là pour le coup c'est encore plus difficile que les supports et les résistances horizontales. Autre, parce que la méthode BFR est robuste, parce que c'est quelque chose qui est comme un 4x4 qui doit passer finalement sur tous les terrains, qu'il soit cabossé ou qu'il soit sur un asphalte tout frais et lisse. Donc on doit absolument avec finalement le même véhicule pouvoir passer dans tous les endroits, dans le désert, sur l'autoroute, en ville, à la campagne, à la montagne. Donc on a un 4x4, on passe partout, et donc on ajoute potentiellement d'autres éléments en fonction des moments, de ce que l'on voit, de ce que l'on repère. Donc moi je regarde pas mal Fibonacci, s'il y a des moments pivots, des figures significatives, hein, comme les épaules, tête-épaule, etc. Il y en a une assez sympathique qui a eu lieu, mais qui se termine là sur l'euro-dollar en vue mensuelle. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il faut absolument regarder, et vous pouvez rajouter vos propres éléments dans ce chapitre. Et tout ça, ça se retrouve sur NanoTrader, donc sur un bureau que j'ai mis en place,
qui est le bureau qui reprend ces éléments. Donc il y a le RSI, le stochastique, le MACD, etc., etc. Et puis on trace les canaux, les résistances. Là, il n'y a pas Bollinger, mais on peut le rajouter. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mis à disposition si vous voulez avoir cet espace de travail. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous présenter sur mon approche du trading, sur ma façon d'analyser et d'intervenir, sur la façon de... Alors, il n'y a pas... en une heure, c'est difficile de parler de tout, parce que je vous n'ai pas encore totalement détaillé le money management, ni même le cadrage des positions, ni même finalement la façon dont je trace les canaux, les résistances, ni même comment je repère les éléments. Mais tout ça peut être fait si vous le souhaitez, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Le 22 novembre après-midi, avec WHS, on a une formation sur le money management. Donc c'est l'après-midi et c'est un focus sur un élément, un chapitre, le money management. Et puis, pour ceux que ça intéresse, d'aller encore plus loin, la formation complète avec cette approche BFR que l'on détaille totalement sur 2 jours. Donc, c'est en présentiel le 27 et 28 janvier 2022. Et là, il y aura du trading live et on sera sur quelque chose de très pratique, puisque au-delà de la théorie, on va pouvoir prendre des positions. On sera jeudi et vendredi, donc ça sera en plus pertinent, puisque ce sont les 2 jours généralement les plus intéressants à travailler. Et donc, ça sera le Forex évidemment, mais pas que, hein. Pour ceux qui veulent faire des actions, ça sera possible lors de ces 2 jours de formation complète avec l'approche BFR. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rapprocher donc de moi, notamment en m'écrivant donc à l'email qui se trouve ici, benoîtfernandezriou.forex@gmail.com. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Maintenant, on peut passer aux questions. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, Merci Benoît pour le respect du timing. Alors, première question. Bonjour, j'utilise la moyenne mobile 200 en H4, mais souvent, je suis en retard sur la tendance qui a déjà démarré. Que faire? Alors, les moyennes mobiles seront toujours en retard sur les tendances démarrées, puisque c'est la tendance qui va faire que la moyenne mobile va ensuite s'infléchir. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est déjà de passer sur une moyenne mobile exponentielle. Et si ça ne suffit pas, de passer sur ce qu'on appelle les weighted ou les smoothed. Et vous pouvez parfois régler vos pondérations et renforcer les pondérations plus proches. Donc là, ça sera une moyenne mobile toujours de 100, mais qui sera beaucoup plus dynamique. Et ça va vous permettre d'être moins en retard. Vous serez toujours en retard, mais ça sera moins en retard. Ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon, évidemment, c'est de réduire les 200 à 150 ou plus bas. Hein. Mais le problème, c'est que ça va donner des signaux beaucoup plus souvent et des signaux qui seront de fait beaucoup moins pertinents. Donc, en étant à 200, vous avez un filtre très fort de fait. Et puis, vous pouvez aussi décaler le moment où cette moyenne mobile est affichée à l'écran. Donc ce décalage, c'est un décalage artificiel qui permet de recaler finalement la moyenne au moment de notre du moment où ça va s'inverser au niveau de la tendance. Mais il n'y a pas de secret, hein, ça ne vous anticipera pas le mouvement, ça continuera à s'afficher de toute façon avec un temps de retard, et donc vous l'aurez de toute façon dans le passé. Voilà. Mais par contre, ça collera beaucoup plus au mouvement dans le passé, et donc ça sera plus lisible pour vous. Maintenant, moi je vous conseille quand même de rester à du classique et de rester sur une interprétation mentale qui fait que vous vous dites de toute façon, quand la moyenne mobile commence à s'infléchir, avant même qu'elle se retourne, j'essaye d'anticiper ce retournement de tendance. Alors, une autre question, on demande de remettre les titres des livres recommandés. Si tu peux remettre le slide avec tes 2 livres. Pendant ce temps-là, bon, il y a des remerciements pour l'intervention. Oui. Une question sur Ishimoku que je me permets de répondre directement dans le sens où j'ai déjà fait un webinaire sur le sujet.
On pose la question si on utilise uniquement Ishimoku, est-ce suffisant? Alors, comme je l'expliquais dans le webinaire, Ishimoku est un système de trading à part entière. Donc, de fait, pour répondre à la question précisément, il se suffit à lui-même. Maintenant, évidemment, donc je ne pense pas que Benoît, tu travailles avec Ishimoku, mais on avait un ami commun, Christophe, qui privilégiait beaucoup Ishimoku, et c'est lui qui m'a inspiré le webinaire que vous pouvez encore une fois retrouver sur la chaîne YouTube qu'on retrouve très facilement, dont je donnerai le lien tout à l'heure. Et pour les personnes qui voudraient déjà y aller, il suffit dans Google de taper les deux mots YouTube et Self-Invest, de choisir la chaîne France. Et quand on est sur la chaîne, comme il y a déjà plus de 700 vidéos, il faut faire une petite recherche avec la loupe, qui est enfin, le petit moteur de recherche qui est intégré dans YouTube, et taper le mot-clé qui vous intéresse, en l'occurrence ici Ishimoku, si vous voulez retrouver le webinaire dont je viens de parler. Donc, on demandait, tu as remis les 2 livres? Voilà, les 2 livres qui vont revenir à l'écran. Voilà, donc les 2 livres de Benoît. Il est 56, je laisse encore 2 minutes à Benoît avant de switcher pour la présentation avec Investui et Amélie. À toi, Benoît. Écoutez, déjà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'écouter. Voilà, de m'avoir écouté sur mon approche. Il y a beaucoup d'éléments. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible et tout ça pourrait être creusé lors des formations, parce que c'est vrai que c'est une approche complète, globale, et qui permet véritablement d'intervenir sur des horizons de temps typiques de swing et de day trading. Mais ce sont aussi des éléments que vous pouvez prendre pour du scalping et que vous pouvez prendre aussi pour l'investissement long terme, même si ce n'est pas complet pour ces 2 horizons de temps. Mais il y a des éléments intéressants. Ça peut être pris aussi pour au-delà du forex, pour tout type de marché, puisque c'est une approche robuste qui passe partout et qui se base, vous l'avez compris, quand même sur beaucoup d'interprétations, de discrétionnaire, d'expérience, j'aime pas ce mot intuition parce que ça peut paraître ésotérique, mais en quelque part, le cerveau humain a une capacité tout de même à reconnaître les formes d'une façon beaucoup plus pertinente que les intelligences artificielles, même s'il y a énormément de progrès en ce sens. Et donc, votre cerveau est beaucoup plus efficace encore aujourd'hui en 2021 que tous les robots de trading. Les robots de trading sont essentiellement basés sur la volatilité et pas sur le directionnel. En tout cas pour ceux qui fonctionnent véritablement dans le temps. Et donc, nous, comme on est sur du directionnel, on a encore cet avantage à trader de manière discrétionnaire, et c'est ce que je vous propose avec cette méthode BFR. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. Alors, merci Benoît. Toute dernière question. Donc, que veut dire BFR? Alors, ça veut dire Benoît Fernandez-Rioux, quand j'étais absent au début de la réunion. Et toute dernière question pour Benoît. Quel est le plus parlant finalement, le mouvement des indicateurs ou le mouvement des prix? Alors, le mouvement des prix est le plus parlant, mais les indicateurs vont nous aider à décrypter finalement ces mouvements de prix. Et les mouvements de prix sont à la base des indicateurs. Donc, de toute façon, c'est les mouvements des prix qui sont les plus pertinents. Mais ne rien avoir, n'avoir que les mouvements de prix, c'est quand même un petit peu ambitieux, pour résumer. D'accord, je te laisse encore la parole, Benoît, parce que je vais switcher, mais comment la présentation sera switchée ici dans nos bureaux avec Amélie, donc il faut que je lance un autre PowerPoint, donc j'ai repris la main. Dernière question de fait qui vient de se rajouter, est-ce que vos livres, on y trouve des conseils sur comment analyser les fondamentaux des devises et où trouver l'information nécessaire? Oui, alors sur le livre sur le Forex, c'est tourné Forex, donc de fait, ça va être des informations sur les banques centrales qui drivent ce marché, sur les calendriers macroéconomiques, mais il y a une reprise aussi dans le trader privé, évidemment, mais le trader privé, ça va au-delà du Forex. Donc la réponse est oui, dans les livres, on trouve ces informations. Alors voilà, écoute Benoît, je te laisse le mot de la fin. Merci de ton intervention. Donc je suis en train de faire 2 choses en même temps, mais je cherche juste
ma petite présentation que je vais retrouver. Donc là, normalement, c'est toi qui dois avoir la présentation de ton côté. Alors, sur le mot de la fin, je vais rebondir sur cette idée de mouvement de prix versus les indicateurs. Les indicateurs et les mouvements de prix sont quand même liés dans le sens où, pour ceux qui conduisent, voilà, ceux qui ne conduisent pas, ce sera pas pertinent cette métaphore, mais pour ceux qui conduisent, vous allez comprendre. Généralement, quand vous êtes dans votre voiture, que vous roulez, je veux dire à 50 en ville, par exemple, à 50 km/h, vous avez l'habitude et vous ne regardez pas constamment votre indicateur de vitesse. Vous avez l'habitude parce que l'œil humain, le cerveau s'est habitué à un certain scrolling en fonction donc de latéral, de côté, sur les bâtiments, à un certain mouvement de la route, etc. Et puis vous avez à l'oreille aussi un certain régime moteur sur lequel vous avez l'habitude. Donc ça, c'est le mouvement de prix. Vous avez l'habitude de regarder les prix d'une certaine façon, ces mouvements, etc. Vous n'avez pas besoin d'indicateur pour anticiper un retournement. Et ça vient avec l'expérience. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intuition, effectivement. Malgré tout, quand vous avez un radar, le réflexe, c'est quand même de jeter un œil sur l'indicateur de vitesse pour vérifier que vous êtes bien à 50 ou en tout cas en dessous, parce que si vous êtes à 55, ça peut flasher. Et donc, malgré tout, ce que vous ressentez en fait, sans avoir besoin d'une précision mathématique, d'une aiguille sur finalement un chiffre, vous pouvez en avoir besoin à certains moments. Et typiquement pour le trading, c'est la même chose. Quand vous allez mettre votre argent en jeu, c'est un peu le coup du flash. Il vaut mieux pas se faire prendre par le marché. Donc, vous jetez un œil sur vos indicateurs et c'est l'objet. C'est pour ça que les choses ne sont pas en opposition. On a les mouvements de prix qui, pour les plus expérimentés, sera le moteur principal évidemment, mais vous avez les indicateurs qui vous confirment toute votre analyse finalement intuitive que vous avez vis-à-vis de ces mouvements de prix. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, et voilà ce que l'on fait avec cette méthode. Merci pour tout, Benoît. Bon, bien sûr, on pourra te retrouver sur la chaîne YouTube, cet enregistrement de ta présentation. Là, je vais tout simplement switcher et donner la parole à Amélie tout de suite.